partie sur l'apprentissage en éthologie. Donc là, ça va être les plus anciens. Évidemment, on va revenir bien plus longuement dessus par la suite, et en particulier en présentiel. Donc voyons déjà le premier grand monsieur qui a travaillé sur le conditionnement, c'est ce qu'on dit classique, donc Ivan Pavlov. Donc juste pour poser un tout petit peu avant de parler de son expérience, donc pour lui, un réflexe est un comportement automatique qui se déclenche sans contrôle volontaire. Par exemple, lorsque vous avez faim ou lorsqu'un animal a faim, il va se mettre à saliver. Ça, c'est quelque chose, un réflexe tout à fait naturel. Tout comme le réflexe de préhension chez le tout petit. Un stimulus, c'est vient de l'environnement et donc va induire une réponse, une action. Cette dernière va donc produire un comportement. Venons sur l'expérience de Pavlov. Donc, avant le conditionnement, il positionnait une gamelle de nourriture devant un chien, évidemment. Le réflexe, c'est la salivation avant de passer à table. Il a ensuite fait sonner une cloche, d'accord, c'est le stimulus conditionnel. Évidemment, il n'y avait pas de nourriture, donc le chien ne s'est absolument pas mis à saliver. Le conditionnement classique, ça va être à chaque fois que l'on présente la nourriture au chien, on sonne la petite cloche. Le chien, voyant la nourriture, va se mettre à saliver. On va reproduire l'expérience plusieurs fois, donc l'association de la cloche avec la nourriture. Et à un moment, on va simplement mettre que la cloche. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le fameux conditionnement classique. Le chien va se mettre à saliver puisqu'il a assimilé que la cloche était induisait de la nourriture. Donc, il va se mettre à saliver. Watson est de la même mouvance que Pavlov, mais il a plutôt travaillé sur les humains et particulièrement sur le conditionnement de la peur. Donc pour lui, le conditionnement permet d'obtenir n'importe quel comportement, puisque l'humain naît avec une tabula rasa, c'est-à-dire avec rien du tout en lui, et que l'environnement va être plus fort que la génétique pour pouvoir induire des comportements. Pour illustrer tout ça, voyons un petit peu l'expérience du petit Albert. Donc nous sommes dans les années 1920. Donc au départ, le petit Albert, il joue avec des choses toutes douces, avec des poils un petit peu ras, lapin. Il n'a aucune crainte de ces animaux. Pour favoriser le conditionnement, les chercheurs ont tapé sur une barre métallique juste derrière la tête d'Albert à chaque fois qu'il touchait des objets velus. Finalement, ce mécanisme, évidemment, si vous entendez quand on tape sur une barre de fer juste derrière vous, un tout petit enfant va se mettre à avoir peur et va se mettre à pleurer. Au bout d'un moment, les chercheurs vont enlever la barre métallique. À ce moment-là, ils ont placé des objets doux, velus, donc des rats, des lapins devant ce même enfant, et au final, il aura été conditionné. Il va avoir peur de ces animaux et se mettre à pleurer en présence de ce qui est doux et velu. Quand même, pour la petite histoire, sachez que sa peur a continué longtemps après l'expérience, en moyenne 26 jours. Pas forcément très agréable pour ce petit enfant. Un autre auteur qui a travaillé sur le conditionnement, alors lui, il voit vraiment une intelligence animale, et après il va se faire ces mêmes expériences sur les humains en mettant en avant les apprentissages par essai-erreur. Donc Edward Thorndike a créé, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, des boîtes qu'on dit des boîtes de Thorndike.
Donc le chat doit actionner un petit levier afin d'ouvrir la trappe et de se libérer de cette boîte. Il observe le nombre de fois que le chat a réussi finalement à ouvrir la cage. Alors, en plus d'observer la réalisation positive de la tâche, de l'expérimentation, il s'est posé d'autres questions autour de l'exploration de cet exercice, des besoins de l'animal et de son humeur. En gros, il prend également en compte toutes les motivations qu'il va y avoir autour de l'animal ou de l'individu testé. Plusieurs résultats sortent de son expérience. Donc plus le chat va faire d'essais, plus le temps pris va être diminué pour réussir l'exercice. Ce qui montre au final une courbe d'apprentissage avec un comportement appris de manière intentionnelle. La loi de l'exercice, donc ça va être plus l'animal fait l'expérience d'une connexion stimulus-réponse, plus forte sera le résultat, c'est-à-dire plus vite il arrivera à ouvrir la cage. Cette réponse va être donc renforcée par l'exercice et par la même affaiblie lorsque l'exercice s'arrête. La loi de l'effet, donc ça va être la force des connexions renforcée s'il y a une satisfaction. En d'autres termes, cela va beaucoup dépendre des conséquences de la réussite ou pas à l'expérience, donc de la récompense qu'il y aura par la suite. Barus Frédéric Skinner, quant à lui, a proposé une autre forme de conditionnement qu'on appelle le conditionnement opérant ou également volontaire ou pensé. Donc l'expérimentateur agit après le comportement en donnant un renforcement positif ou une punition. Et pour lui, notre comportement sera influencé par les conséquences du résultat à l'expérimentation et à l'environnement. Et on est toujours dans un apprentissage par essai-erreur. Si vous voyez sur la gauche la cage avec le petit rat, donc ce sont des boîtes de Skinner. Donc en gros, le petit rat, il ne sait pas trop ce qui se passe, donc il tourne dans cette cage. Puis à un moment, un peu par hasard, il va appuyer sur le petit levier qui là est représenté par le bouton rouge. Et là, hop, un petit peu de jus ou un petit peu de morceau d'orange va tomber dans un récipient. Oh, le rat va se dire, wow, quelque chose de sympathique. Donc il refait des tours, à nouveau encore un peu par hasard, il va appuyer sur le levier, à nouveau, il y a une récompense positive pour ce rat. Et il n'est pas bête quand même, notre ami le rat, et donc il va vite comprendre qu'en appuyant dessus, il aura une récompense. Et à chaque fois, le rat va ne faire qu'appuyer sur ce levier pour avoir ce qu'il mérite. Le conditionnement opérant et actif. Voici quelques auteurs que vous pouvez aller lire, en tout cas retrouver des articles d'eux sur Internet pour approfondir ces notions d'éthologie et d'éthologie en général. Allez lire Campan et Scapini, mais aussi les écrits de Vauclair, de Tomazello et de Maurer. C'est la fin de cette première partie d'éthologie. Je vous retrouve très bientôt en présentiel. Au revoir.